c'est bien de pouvoir investir dans l'immobilier, avoir un gros patrimoine, plein d'apparts, plein d'immeubles, et cetera. Mais si à côté de ça, on se retrouve sous l'eau et qu'on n'a pas de temps perso, bah du coup, quel était l'intérêt Du coup, initial? c'est vu, t'as un nouveau job, enfin, comme un C'est business ça. en fait, hein, tout C'est simplement. c'est exactement ça. Et en fait, on est arrivé dans un monde où je me suis dit: «Mais en fait, le banquier, il s'en fout un peu d'avoir mes revenus, de voir mes trucs, et Mhm. cetera. Lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est le projet, comment il va tourner et surtout les porteurs de projet». Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. On est presque au printemps, il fait presque beau et c'est la saison où en général on achète le plus d'immobilier et c'est prouvé. Saison dans laquelle les prix sont les plus élevés, là où les offres d'emploi, les offres d'emploi, les offres d'achat passent à des montants les plus élevés parce qu'il fait beau, c'est le renouveau. Alors là, vous avez peut-être encore un mois, peut-être pour profiter du mood hivernal, des gens qui sont repliés sur eux-mêmes et en général, les prix sont plus bas. Mais il y a des études qui sont faites sur le fait justement que plus il fait moche, moins on achète cher et plus il fait beau, plus c'est le printemps, plus on achète cher. C'est pour ça. Ça fait déjà 6 mois que je vous dis, hein, que c'était vraiment la bonne période et à mon avis, ça allait encore un petit peu, mais bon, faut se dépêcher. Bref, vous êtes sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Aujourd'hui, on accueille Joris et Joris, c'est la 3e fois qu'on enregistre ensemble. Premier épisode, on avait fait un épisode sur son parcours sur le podcast public, comme vous êtes en train de l'écouter. On avait fait un épisode de podcast privé sur la boîte à outils des investisseurs que je gère avec mon acolyte, sur comment justement gérer des biens à plusieurs heures de chez soi. Et là, on fait un petit update. Donc, ce que j'aime bien avec Joris, c'est qu'on est, je trouve, sur la même longueur d'onde. On en est à peu près au même niveau d'investissement, voilà, de patrimoine. On n'est plus en phase de énorme croissance. On est plutôt en phase de croisière sur nos patrimoines immobiliers, même si j'ai acheté 5 biens en l'espace de 8 mois. Mais voilà, on est dans une phase plus de croisière et où on se lance dans d'autres activités. C'est ce qu'on va voir avec Joris. Aussi, on a la problématique des biens qui s'usent, des biens qu'on garde dans le temps, des locataires qui tournent. C'est plus exactement les mêmes questions que celles qu'on se pose quand on est investisseur débutant. Et je sais qu'il y a énormément d'investisseurs chevronnés qui m'écoutent. Donc, à mon avis, ça va vous plaire. Donc, avant de commencer avec Joris, comme toujours, j'ai des annonces. Alors vous le savez très probablement ou alors, vous ne le savez pas si ça fait pas très longtemps que vous écoutez. Moi, j'ai une spécialité dans l'immobilier, c'est passer le moins de temps possible avec les biens et les laisser vides les moins de temps possible. Là, il s'avère que j'avais 3 biens vides, c'était le record en 12 ans d'immobilier, 3 biens vides. Pourquoi? Parce que j'avais 3 biens en travaux. Et mon appartement, qui a été, défoncé là, comme je vous en ai déjà, parlé, à plusieurs reprises, et ça y est, il est loué. J'ai un autre appartement qui va se louer, donc on n'aura plus qu'un appartement, vide et il est vide pour une bonne raison, c'est que le syndic doit venir faire des travaux, on leur court derrière. Et ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner, c'est vraiment courir derrière les gens en immobilier, les appeler tous les jours, voire plusieurs fois par jour, si vous avez besoin d'eux. Donc voilà, tout rentre dans l'ordre. Est-ce que je vais me relancer dans des visites? D'ailleurs, j'ai eu pas mal d'agents là qui m'ont envoyé des biens en off market et j'avoue qu'il y en a un ou 2 qui me tentent bien. Mais bon, j'avais dit que je ferais une petite pause, donc on va voir. On va d'abord s'occuper encore du dernier bien et quand tout sera loué, voilà, j'aurai la tête à peut-être repartir en visite. Mais en tout cas, je suis content. Voilà, les biens, ils se louent, l'argent, il rentre. Chaque jour qui passe en immobilier, c'est de l'argent ou c'est des jours où on encaisse et chaque jour qui passe avec des biens vides, c'est de l'argent perdu. Donc pour ça, je suis très content, très satisfait, de comment je gère, ces biens et je gère ces problématiques. Je sais qu'il y en a qui sont un peu moins rigoureux et ça leur coûte pas mal d'argent. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, en fait, ce que je voulais vous raconter, c'est une petite anecdote de la semaine. C'est que, moi, je dis toujours: «La façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais toutes les choses». Et si vous avez écouté depuis longtemps les épisodes de podcast, vous le savez que moi, avant d'acheter, beaucoup d'immobilier, j'avais un petit business d'achat-revente de voitures et d'abord, ça a été des vélos, des consoles, puis, des voitures et en fait, là, maintenant, je suis souvent chargé de vendre les voitures des gens autour de moi.
parce que, ben, à la fois la grosse compétence que j'ai une double compétence. Alors il y en a une, c'est vraiment de mettre en valeur comme je le ferais pour les appartements, donc de mettre en valeur les qualités, d'une voiture comme je le ferais pour un bien. Aussi ça se prépare, hein, que ce soit une vente, une location ou la vente d'une voiture. Typiquement l'entretien d'une voiture, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on le fait, dans le réseau ou non? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser comme on le ferait pour un appartement. Est-ce qu'on refait la cuisine ou non pour le vendre, pour le louer? Donc il y a une phase de préparation, puis après il y a, les annonces et ça, c'est plutôt quelque chose dans lequel, je suis bon, voire très bon, en tout cas meilleur que, très probablement au moins 90 des gens et donc je suis en charge de vendre les voitures d'un peu tout le monde, moyennant commission. Donc là, hop, j'avais, un de mes proches qui a eu une livraison de sa nouvelle voiture. Je me suis occupé de vendre la sienne. Je pense qu'il a pas passé 24 heures là de avec sa voiture disponible et hop, elle était vendue au prix qu'on l'a voulu. Donc en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que les compétences dont vous pouvez faire, l'acquisition ou l'apprentissage, soit dans votre parcours immobilier, soit avant, elles vont vous servir. Elles sont vraiment interconnectées. Il faut pas voir l'immobilier comme un vase clos. C'est là où on peut apprendre beaucoup de choses, un peu la vente, se mettre en avant, faire, un bon arbitrage, coût-bénéfice. Bah, pour une voiture, bah, c'est sûr que vous pourriez changer les pneus, faire toute la révision, la faire laver nickel, tout, je sais pas, avoir des pièces d'usure, faire la courroie de distribution alors qu'il y a pas besoin de la faire, pour la vendre mieux, beh, du coup, vous aurez mis trop d'argent. Donc c'est toujours un arbitrage à faire et je pense que, c'est vraiment quelque chose, d'important d'essayer d'interconnecter, ses compétences. Donc voilà, je suis content. Là, j'enregistre l'intro, on est dimanche matin et ben, j'ai déjà pris un bon ticket vu que la voiture a été, vendue. Ensuite, je vous fais une petite parenthèse, Académie des gros billets, je me suis, voilà, ça va être là, je vais passer pas mal de temps à tourner, des vidéos. Donc si vous ne le savez pas, l'Académie des gros billets, c'est l'endroit où je regroupe toutes mes formations. Donc il y a une formation sur la crypto, formation négocier des dizaines de milliers d'euros sur ses biens immobiliers, formation sur la bourse et encore sur tous les side business qu'on peut avoir, habiter gratuitement chez soi, lancer un podcast, écrire un livre. Et là, je vous ai fait une vidéo, qu'on m'avait énormément demandé, c'est, régime ou les régimes fiscaux plutôt que j'ai sur mes biens en France, quel régime fiscal j'ai, quels sont les avantages, les inconvénients. J'ai plusieurs régimes fiscaux, il y en a que je n'ai plus. Tout ça, je vous explique les pour, les contre, pour quelles raisons, eh ben, j'ai opté pour celui-ci, voilà, quels sont les avantages, les inconvénients. J'ai fait un bon tour, donc allez voir la vidéo. Si vous êtes déjà membre de l'Académie des gros billets, vous allez dans l'accueil de l'Académie des gros billets. C'est, celle qui est paru en dernier. Donc, vous le savez, je les trie par mois de diffusion. Et ben, pour les autres, rejoignez-nous. Vous allez sur mon site tout simplement grosbillets.com et en haut à droite, vous avez rejoindre l'académie. C'est le meilleur. Vous pouvez pas trouver un meilleur rapport qualité-prix. Vous pouvez gagner vraiment des millions comme moi je l'ai fait, en appliquant, les conseils et tout ça pour le prix, d'une box, SFR et en plus vous pouvez partir quand vous voulez et là pour le mois de février, je vous fais en plus, une offre. Vous avez en plus accès à mon livre en version audio lu par une professionnelle parce que moi je sais que j'ai un accent chantant, mais voilà, c'est une professionnelle, une actrice, speakerine professionnelle qui l'a lu et donc je vous le mets en plus dans l'académie des gros billets, en plus des dizaines d'heures de formation que vous pouvez avoir et de tous les bonus. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. On va accueillir de coup Joris pour, la troisième fois. Je vous souhaite une très bonne écoute et puis, bah, si vous avez déjà quelques biens, je pense que c'est vraiment un épisode qui va vous servir parce que c'est comment garder et faire évoluer son patrimoine immobilier dans le temps. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue, dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on accueille Joris. Salut Joris, comment ça va? Bien et toi Thibaut, merci pour Ça va l'accueil. très bien et du coup, j'en ai pas fait souvent mais là je fais on fait un update. C'est un peu, que faire quand on est, rentier, qu'on croule sous l'argent, qu'on nage dans les billets et qu'on sait plus comment s'occuper alors qu'on a 30 ans. On avait fait un épisode, j'ai vu il a été diffusé il y a à peu près 1 an, mais je crois que j'avais mis 1 ou 2 mois à le publier, puis là sûrement qu'il sera de nouveau publié dans 1 mois. Donc on va faire un petit update, justement de qu'est-ce qu'on fait. Si vous voulez écouter l'épisode, c'était l'épisode je pense du 9 janvier, 2024. On avait vu avec toi que tu investis, on avait fait aussi un épisode de podcast privé, Ouais. que tu investis, loin de chez toi.
que t'avais quelqu'un sur place, t'avais travaillé c'est dans le pétrole, hein, tu travaillais C'est au ça. Brésil, c'était au Brésil que Au t'avais? Brésil et au Nigeria, ouais. Yes, Brésil, Nigeria et donc voilà, on avait abordé aussi tout ce qui était les histoires de financement. Bah, écoute, dis-nous un peu aujourd'hui qu'est-ce que tu fais? Donc tu avais déjà une trentaine, à peu près une trentaine, d'appartements. Heu Qu'est-ce que tu fais maintenant? Quelles sont tes activités? Puis on va voir un peu, comment ça a évolué et puis les conseils d'un investisseur Comment on y arrive? expérimenté. Exact. Bah, exactement, donc ça faisait faire un peu plus d'un an et demi. Aujourd'hui, j'ai trois casquettes, finalement, pour qui tournent toutes autour de l'immobilier, de l'écosystème immobilier. La première, c'est qu'on continue de gérer les biens en locatif, donc continue de faire des investissements même en locatif. Le deuxième, c'est une casquette plus pro, marchand de biens, et c'est un peu une évolution, comme tu dis, naturelle quand on quitte son job, etc. On pourra en revenir en détail. Et la troisième casquette, elle est plus entrepreneuriale, puisque depuis 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai créé un écosystème d'accompagnement pour retransmettre finalement tout ce que j'avais appris et surtout pouvoir aider des personnes à évoluer de débutants, intermédiaires, avancés et notamment pouvoir gérer les biens à distance, puisque c'est un peu le sujet qu'on avait évoqué sur le premier podcast. C'est un peu ma philosophie de me dire c'est bien de pouvoir investir dans l'immobilier, avoir un gros patrimoine, plein d'apparts, plein d'immeubles, etc. Mais si à côté de ça, ben, on se retrouve sous l'eau et qu'on n'a pas de temps en perso, bah du coup, quel était l'intérêt Du coup, initial? c'est vite un nouveau job, hein et franchement, il y a des jobs enfin, autant, je pense que tous les 2 on aime bien l'immobilier, autant il y a des boulots comme ça qui sont parfois plus intéressants que certains aspects, de l'immobilier. Et plus Bah, je pense sécuritaire. et voilà et plus sécuritaire et je pense, on va peut-être orienter pas mal l'épisode sur, j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont, investisseurs, qui ont j'étais étonné au début, quand j'avais pas rencontré encore mes auditeurs, je me disais que c'était surtout des débutants qui se renseignaient, comme quand tu vas apprendre la guitare ou que sais-je. En fait, quand je parle à des auditeurs, c'est quasiment que des investisseurs. Peut-être, on peut faire une première question que j'aurais pour toi, c'est, comment donc ton parc, forcément il vieillit, enfin tu as fait des acquisitions déjà, il y a plusieurs années. Ouais, Comment tu choisis un peu, est-ce que tu les rénoves? Là, il y a eu les histoires des DPE qui sont tombées entre-temps. Est-ce que tu avais des biens? Voilà, on va faire la partie travaux et après peut-être la partie arbitrage. Comment tu as géré un peu, tu gères un peu, ben, ce parc qui vieillit, qui s'use quand même, en fonction des je sais pas si tu as des biens en meublé, mais les biens en mm, meublé, on voit bien les meubles, clairement ils s'usent. Comment tu gères, bah, ton parc en fait un peu dans le temps, maintenant que la phase d'acquisition, massive, elle est commence à passé. dater, quoi? Ouais, exactement. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est souvent on se focus sur la partie acquisition, mais on oublie que la partie gestion, exploitation, c'est quand même une grosse partie de notre métier finalement d'investisseur immobilier. Sur cette partie gestion, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, ce qui est bien, c'est comme on a été assez diversifié sur les investissements. On a bon, du nu, du meublé, du studio T4. On a des personnes qui sont là depuis 7 ans, d'autres qui changent tous les ans ou tous les 2 ans à peu près. Donc, ce qui est intéressant dans cette stratégie, parce qu'aujourd'hui, donc, on est à monter à plus de 50 biens immobiliers, 54 à peu près. C'est que on n'est pas, c'est par exemple, si on avait fait que des colocs, on aurait été genre au mois de juin avec Mmh. 50 locataires Tout ou qui 100, tombe. 100 locataires à changer, etc. le rush. Donc, on arrive à être un peu sur l'entre-deux, tu vois. Là, l'été dernier, on avait à peu près 8 ou 9 changements locataires, donc ce qui est pas énorme, finalement. Et du coup, comme tu le dis, tu as des appartements qui vont vieillir plus rapidement que d'autres. On essaie beaucoup de sensibiliser les locataires en amont, parce qu'au final, qu'est-ce qui fait que ça vieillit? C'est l'utilisation quotidienne. Et souvent, pourquoi? C'est ben parce que quand les gens sont locataires, ça leur appartient pas, et donc quand ça t'appartient pas, tu fais moins attention si tu sais que tu auras pas de conséquences potentiellement financières derrière. Mmh. Et quand tu as des étudiants, des jeunes actifs qui ont pas forcément beaucoup d'argent non plus d'épargne, tu leur dis, ben écoute, attention, tu as quand même une caution, un dépôt de garantie initialement. Le but, c'est que tu vois dans l'état dans lequel on te donne l'appartement, donc on prend pas mal de photos, de vidéos à l'état des lieux d'entrée. Ben, il faut qu'à la sortie, ça soit pareil. Et nous, on jouera le jeu et tu joues le jeu. Donc, on essaie vraiment d'éduquer parce que finalement, bah, c'est la charge mentale, etc., à s'en occuper derrière si c'est dégradé. Sur la partie immobilier, sur la partie plus coup de peinture, etc. En général, on a, donc, comme on disait, on a un homme à tout faire un petit peu sur place. On a des équipes un peu travaux, rafraîchissement
sur place et c'est eux un peu qui vont nous indiquer. Nous, le but, c'est que ça soit reloué rapidement. Mmh. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir le niveau entre le truc, il est pourri, je pourrais pas le relouer ou ça va traîner. Et donc, plutôt que perdre 3 mois de loyer à vide, il vaut mieux remettre un coup de peinture. Et le côté en mode, bon, c'est juste une petite trace sur le mur, il n'y a pas besoin de repeindre tout le mur, ça se Mmh. reloue de suite et on est bon. Donc, on essaie de jauger un petit peu comme ça. Et après, c'est aussi l'intérêt de toujours garder une épargne un peu trésor de côté, tu vois, 6 mois de loyer, 6, 12 mois de loyer à peu près, pour se dire, ben, à un moment donné, si j'ai 1 000 € à lâcher pour aller refaire un petit coup de propre dans un des appartements, je peux le faire. Nous, sur cette partie-là, on voit qu'à peu près, c'est tous les 3 ans, 4 ans, à peu près, que Mmh. tu remets peut-être 1 000 € de coups de peinture, de petites choses à l'intérieur. Yes. OK, et est-ce que tu fais une prévisite? Je sais qu'il y a des gens qui font ça, des prévisites de sortie. Ouais. On a un process, qu'on essaie de standardiser au maximum et Mmh. on a une personne sur place. Donc, on a 2 personnes, entre guillemets, sur place. Une personne plutôt liée sur la partie, travaux, manutention, entre guillemets, et une personne plutôt sur la partie, visite, état des lieux, d'entrée, de sortie, et cetera et ménage. Et du coup, dans l'idée, c'est que au mieux on peut le faire, en fait, on va faire un maximum de prévention en amont. Dès qu'on reçoit le dépôt de le préavis de départ, par exemple, on se dit: «OK, on actionne tout un process et on va rappeler au locataire comment était l'appartement initialement et cetera Mmh. et on va mettre en relation automatiquement le locataire et la personne qu'on a sur place qui après, eux, se gèrent eux-mêmes. Comme ça, moi, j'ai pas besoin d'être dans les communications, de savoir ce qui se dit. Moi, le but, c'est juste de savoir que ça se passe bien et potentiellement, c'est qu'on leur propose en fait, on le voit aussi des fois en fonction des locataires. Tu sais, tu as certains locataires où tu dis, tu as plus de doutes que l'appartement soit en bon état à la fin. Comme en courte Et durée. Parfois voilà, parfois tu as c'est 2 ça. messages, tu te dis: «Oh putain, Oh putain, elle va rester pourquoi j'ai 4 jours, ça». pourquoi j'ai fait ça? Voilà, donc en fait, tu le sais un petit peu. Donc certains où on a plus de doutes que d'autres, soit parce qu'ils sont restés, beaucoup plus longtemps et ce qui est normal, soit parce qu'on sait que c'était déjà dans la gestion, c'était assez relou et cetera. Là, presque, on leur dit: «Voilà, il vaut mieux pour vous qu'on fasse une prévisite et qu'on vous dise: "OK, il y a ça, 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 ça" à remettre au propre avant la sortie et que finalement, ça vous coûte pas d'argent parce que vous l'avez Mmh. fait de votre côté en amont, que d'arriver le jour de la visite, de l'état des lieux de sortie et de tout lister et que vous preniez, 2 000 € de caution en moins. Mmh. Donc on essaie vraiment de faire ça au maximum pour responsabiliser finalement et surtout pour leur dire, à la fin, soyez pas étonnés si ça n'a pas été fait et voilà. Donc on essaie de le faire sur ces profils-là et après c'est la personne sur place qui gère les rendez-vous. OK, et tu fais les visites, directement le jour, enfin moi c'est comme ça que je fais, hein, la plupart du temps, le jour de l'état des lieux. C'est comme ça que tu fais, les Oui, prochaines visites? Même les avant? prochaines visites, ça dépend. En fait, nous, dès qu'on a dans le process, dès qu'on a l'état de le préavis de départ, donc ça nous Mmh. laisse un mois, hein, pour les locations meublées, automatiquement, on remet les annonces. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a une vidéo de chaque appartement et des photos de chaque appartement. Comme ça, à distance, on peut déjà, pré-sélectionner les locataires, envoyer des vidéos. Donc en envoyant des vidéos, ça évite que le locataire arrive dans l'appartement en disant: «Ah ouais, mais mince, ça, j'avais pas vu que c'était comme Mmh. ça». Bah, la vidéo, tu as tout dessus. Presque, s'il est déjà sur place, on dit: «Bah, allez voir le quartier et cetera, ça vous va, la Mmh. rue». Voilà et l'idée, c'est que comme ça, on filtre énormément le nombre de visites. On demande d'avoir Visal à chaque fois, le dossier quasiment carré et cetera et après, du coup, on met en contact avec la personne sur place, uniquement les dossiers qui ont été validés et sélectionnés et maintenant, on est plus dans une optique c'est pas grave, je préfère perdre une semaine, tu vois, entre la sortie d'un Mmh. locataire et l'entrée du nouveau, les visites, que de vouloir aller trop vite et à ce moment-là, du coup, tu risques de sélectionner des mauvais locataires et aussi, il y a le point où, en fonction du pré-état des lieux ou en fonction de ce qu'on imagine de comment le locataire va laisser l'appart, si tu prévois la visite le jour de l'état des lieux de sortie et qu'en fait, Mmh. il t'a laissé l'appartement en bordel, tu te grilles aussi certains locataires. Donc on essaye de laisser au moins 1 ou 2 jours. Comme ça permet que si finalement on se rend compte qu'il y a quelques petits trucs à réparer entre deux, ils puissent intervenir. Yes. Un bon conseil que je vous donne si vous faites du meublé, c'est, quand vous allez faire visiter, c'est prendre des draps. C'est un truc que j'ai pas fait pendant, longtemps.
Parce qu'en fait, souvent, les locataires, ils repartent avec les draps et toi, tu fais visiter à l'appart, il y a juste des coussins comme ça et puis le matelas, enfin, ça fait pas du tout propre, quoi. Alors que si t'emmènes un peu, si t'emmènes des draps et après, moi, j'ai toujours aussi une petite caisse à outils, quand je fais, l'état des lieux pour les biens qui sont, surtout j'en ai à 1 heure de chez moi, donc ceux-là, je m'en occupe et 1 heure, c'est quand même loin. Enfin, c'est proche et loin en même temps. Donc pour cela, j'ai tout le temps des petits trucs à faire. Souvent, je fais les visites le week-end, donc en plus, ça arrive que tout soit déjà fermé. Enfin, voilà, donc ça peut être le conseil, qu'on donne et ouais, OK, les photos, t'as des photos de tout, t'as l'annonce, t'as le texte de l'annonce, je suppose, qui est Ouais. moi, c'est On- vrai que j'ai c'est maintenant, c'est comme ça qu'on fait aussi, hein, même où est-ce qu'il est l'appartement, dans l'immeuble, hein. C'est des choses qu'on oublie, hein. C'est un peu des problèmes de riches ou de surendettés. Ben, en tout cas, c'est des choses que tu oublies, hein, clairement, C'est ça. donc On a une fiche un peu par logement où on mmh a du coup, comme tu dis, l'annonce qui est déjà pré-rédigée. Et l'idée, c'est que bah, dès que le locataire part, on n'a plus besoin de se réfléchir. Ah oui, attends, comment on rédige l'annonce? mh, On a juste à publier et comme ça, c'est rapide. OK et est-ce que tu peux, nous dire un peu, on peut en parler ensemble, mais parce que moi, j'ai aussi du studio au T4, du nu, du meublé, heu, est-ce que tu regrettes, par exemple, d'avoir pris, moi, à un moment, j'avais un grand appartement, mais en fait, je viens d'en racheter un, mais dans un tout petit peu un meilleur quartier. Mais en fait, j'avais acheté un grand appart et alors autant quand j'avais publié souvent je publie une fausse annonce pour voir si ça mordait. J'avais des médecins en mutation, l'appartement il est vraiment bien et tout. Puis après quand j'ai fait, l'annonce vraiment, j'ai eu, que des familles, nombreuses, qui bossaient pas et tout. Mais après à l'inverse, par contre quand les gens ils rentrent moi c'est un T il y a au moins 3 il y a 3 chambres on va dire dans cet appartement et il est vraiment nickel. Bah, après les gens, ils restent longtemps et tu entends pas trop, parler donc c'est vrai que je suis assez satisfait en fin de compte de la répartition du parc. Est-ce que toi, tu dit, tu as du studio T4, tu as acheté des immeubles aussi, hein, de souvenirs, donc tu Ouais. as pas trop choisi, la typologie des biens. Est-ce que si tu pouvais à privilégier, tu prendrais, un type de bien plutôt qu'un autre ou ça te va un peu cette Ouais, diversification? c'est vrai qu'on a un peu de tout. Comme tu dis, on a fait beaucoup d'immeubles, hein. On a, je pense, une dizaine d'immeubles, donc on choisit pas non plus trop ce qu'on a à Mmh. l'intérieur. On fait nos chiffres. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, on a un gros immeuble, on a pas mal de T4. Au début, je m'étais dit, bah ouais, colocation, tu vois, on n'est pas loin de la fac, etc., à Mmh. Perpignan. Et puis, en fait, au fur et à mesure qu'on avançait sur les travaux, je me suis dit, ouais, mais en fait, la gestion qu'on va avoir en face, plus le turnover, plus tout, tu sais, tu fais Le vert, comme le vert. la somme de tout. Et après, tu Ouais. dis, bon, allez, enfin, il n'y a pas une énorme différence entre locataire à l'année et Mmh. une famille, tu vois, et mettre des colocs, si tu regardes vraiment le net. Et du coup, on a dit, on va mettre en famille, mais en montant un peu le prix par rapport au marché classique parce que c'était entièrement rénové, tout nickel et Mmh. tout. Et en disant, ben, comme ça, si on arrive à cibler ces personnes-là, nous, en termes de loyer, on n'est pas trop mal. Et en plus, elles vont rester longtemps. Donc, on a fait un peu ce cheminement-là, donc Mmh. ça a fonctionné. Et après, non, en termes de typologie d'appartement, moi, j'aime bien les T2. T2, tu as entre 30 et 40 mètres carrés. Parce que déjà, tu vas louer à tout le monde, Mmh. personnes célibataires, des couples, divorcés, jeunes actifs, étudiants, etc. Tu as moins de turnover que sur les studios. Donc ça, c'est pas mal. Sur du studio, dès que les gens ils grandissent un peu, ils ont un peu plus de budget, ils vont passer sur des T2. Et tu gardes quand même une rentabilité intéressante parce qu'après, ben, quand tu passes au T3, au T4 en location classique, sur un secteur donné, ben, plus tu as une grande surface, plus la rentabilité va baisser. Donc le T2, tu vois, c'est le bon compromis entre je peux louer facilement, Mmh. j'ai pas trop de turnover, mais j'ai quand même une rentabilité intéressante. Yes, ce qu'on a privilégié aussi et puis souvent tu payes des mètres carrés donc voilà Ouais. 30-40 mètres carrés, bah, c'est moins cher que 80 et puis, les charges de copro, quand tu as des copros, ben, Mm. au moins ça reste limité et parfois tu te dis, en fait, si je pouvais acheter, le même appart 3 fois plus grand mais au même prix, ce serait pas aussi rentable parce que, dans C'est ça. certaines copros, tu taperais 400 ou 500 € de frais de copro. OK, top et est-ce que dans les matériaux, tu as essayé donc tu l'as dit, tu as des immeubles, mais est-ce que tu as essayé de standardiser là sur 54 biens, genre le carrelage, le parquet, Ouais. toujours un peu le même? Alors pas sur les premiers, parce que sur les premiers, on avait quasiment pas de travaux.
Mmh. Vraiment, on prenait des choses où il y avait un petit rafraîchissement, etc., pour aller vite et enchaîner assez rapidement. Et après, ouais, sur les 3-4 derniers projets, entre guillemets, donc je pense c'est une quinzaine d'appartements à peu près, on a essayé de standardiser. On prend Mmh. même carrelage, même faïence, même parquet, etc. Après, certaines références changent, notamment un peu pour le parquet, mais globalement, en fait, on prend la même chose. Dans les T4, tu vois, on a 600 mètres carrés dans l'immeuble, donc en fait, Mmh. on standardise au maximum. Et déjà en termes d'achat de volume, c'est plus facile. À un moment donné, s'il faut remplacer un carreau, ben en fait on fait un stock et qui nous sert pour Mmh. plusieurs appartements. L'artisan, bon, il commence à savoir travailler avec ce type de matériaux, etc. Donc ouais, on a vraiment, si on standardise sur ça, quitte après à ce qu'on change juste en termes de couleur, on met un mur d'une couleur, en termes Mmh. plus de peinture pour mettre un peu de nuance ou de tapisserie, tu vois, une tapisserie un peu en tête de lit, etc. Mais maintenant, en matériaux, ouais, on standardise au maximum pour aller plus vite, de toute façon. Yes. Et ça, c'est un bon conseil, que j'ai appris il y a pas longtemps, notamment si tu fais de la courte durée dans des gros logements. Bah, en fait, faut prendre, des références un peu un temps par exemple, là où j'étais, il y avait la tasse IKEA blanche là. C'est vrai qu'elle est un peu basique et ça dénotait un tout petit peu avec la maison qui était de haut standing, mais en fait, le propriétaire, il m'a dit: «Mais il y a tellement de casse que, tu peux pas, tu es obligé d'avoir un truc, qui dure enfin, où tu retrouveras la même référence, dans plusieurs mois ou plusieurs années parce que sinon, bah, si tu peux accueillir, 15 ou 20 personnes dans un gîte, bah, si quelqu'un en casse 2, que tu dois racheter à chaque fois tout le truc. Donc c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas immédiatement, mais l'expérience fait que fait que tu t'apprends un peu, pas dans la douleur, mais voilà, tu t'en retires, des leçons. OK, L'expérience. yes. Et juste là, avant qu'on attaque sur le marchand, peut-être la partie, administrative. Comment tu c'est toi qui gères ça? Enfin, comment tu gères vraiment tout, bah, toutes les factures, tous les contrats, toutes les, parce que, ben, voilà, quand tu multiplies les lots, c'est ouais, ça peut vite être lourd et Ouais, ça a vraiment zéro valeur ajoutée. Enfin, c'est beaucoup de contraintes, c'est pas avec ça qu'on gagne no notre vie, mais c'est sûr qu'il faut le faire, quoi, donc ouais. Alors moi, sur cette partie-là, donc sur ces projets-là, la majeure partie, à peu près 60% des projets, je suis associé avec mes parents. mmh, Et donc c'est là maintenant, c'est plus ma mère qui s'occupe de cette partie un peu compta, admin. Mais dans l'idée, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie toujours de standardiser au maximum et d'avoir notamment sur cette partie admin, c'est d'avoir vraiment une classification des documents et de l'information hyper carrée pour que ça laisse peu de place à faire un peu n'importe quoi, classer la facture pas au bon endroit. En fait, c'est se dire qu'est-ce qui nous prend du temps, d'énergie pour rien. C'est souvent aller chercher l'info, mince, où est-ce que j'ai mis la facture? Est-ce que je l'ai scanné? Est-ce que je l'ai pas scanné, etc. mmh, Donc déjà, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on, avec notre expert comptable, on travaille sur le logiciel Time, donc un logiciel comptable qui regroupe tous nos comptes bancaires de chaque société, tu vois, mmh, indépendamment. Et nous, on a juste à scanner la facture et automatiquement, il va reconnaître la date, le montant, il va lier la facture à la ligne comptable. mmh, Et ce qui nous est intéressant, c'est que comme ça, on peut faire des filtres de là où on n'a pas encore mis le justificatif. Comme ça, on sait, OK, ah oui, tiens, il nous manque tel justificatif. On a juste à le mettre. Donc ça, c'est un gros gain de temps là depuis 2024, on a mis en place. Et après, tout ce qui est contrat, en fait, c'est pareil, c'est qu'on a des contrats types, on a des dossiers, tu vois, chaque immeuble, chaque appartement, chaque locataire a son propre dossier. Le dossier, il y a la même chose, il y a un autre dossier qui est document du locataire, assurance du locataire, contrat, bail, état des lieux, garantie visale. Voilà, ça nous permet vraiment de standardiser au maximum pour se dire, ben, il y a un process, dire, tiens, quand il y a un locataire qui rentre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, ben, j'ai ça à lui envoyer, j'ai ça à récupérer, j'ai ça à classer ici, j'ai ça à scanner. mmh. Voilà. Et plus c'est finalement cadré, en fait, plus c'est processisé, Moins tu de bah, charge mentale, en fait. moins tu as de charge mentale à te dire, ah oui, en fait, ça, c'est souvent, c'est dire, c'est se rappeler juste, mince, comment j'ai fait l'année dernière pour le Mmh, contrat, où est-ce que je le mets? Donc, on essaie de faire ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas trop de cas particuliers dans cette mmh, partie-là. Bah, le contrat, le bail, c'est le même. La garantie loyer impayé, c'est la même. Donc, c'est plus simple. yes. Et moi, j'ai ça, alors pas pour l'immobilier, mais pour, 2 autres boîtes. En fait, l'expert comptable, j'ai une adresse mail dédiée et en fait, franchement, c'est hyper utile,
alors ça ressemble à rien, quoi, c'est X, Y, Z, et je sais pas quoi, mais dès que je reçois un truc en élect, je fais juste forward et ça part direct à la bah, sur cette adresse mail et ensuite pareil, c'est relié avec ma banque et du coup, bah, ça fait les matchings, mais rien que pas avoir à forward enfin, moi pour, l'immobilier, je dois, c'est un drag and drop quoi, mais je dois me Ouais. connecter sur la plateforme, je dois alors que là, je fais juste forward et parfois même sur, certains prestataires, tu peux mettre le mail du comptable quoi et du coup, ça va Mmh. direct, dessus et franchement, ça m'économise, quand même pas mal de temps. OK, super, donc là, on a fait, bah, merci, hein, franchement pour les conseils. On voit qu'on fonctionne un peu pareil et moi, j'étais auditeur financier et dans le temps, je comprenais pas toujours les on avait toujours ce qu'on appelle un dossier permanent, donc c'est les pièces qui restent pendant longtemps et puis par année et c'est vrai que quand tu commences, tu le prends comme c'est, tu dis: «Bon, bah, c'est comme ça que ça fonctionne», mais après pour l'immobilier, bah, moi je continue de fonctionner pareil, bah, les actes notariés et tout, je les ai dans un dossier permanent, les factures, de travaux importants et cetera. Donc c'est pas arrivé du ciel quoi et Ça. c'est bien d'en parler avec, quelqu'un qui a les mêmes problématiques. OK, bah, du coup, tu peux nous parler peut-être de la partie marchand? Je pense pas que tu en faisais, quand Très peu, on ouais. avait enregistré la 1re fois. Du coup, tu as été dans un marché qui a été un peu, bah, qui était différent de quand on a acheté notamment nos biens locatifs, des taux plus hauts, des matériaux plus chers, beaucoup moins de concurrence aussi, j'ai l'impression. Donc, raconte-nous un peu bah, comment ça t'est venu? Ça, on s'en doute, mais quelle a été, peut-être, ouais, la stratégie, l'objectif et puis comment tu procèdes un peu, là-dedans? Ouais, en fait, c'est un peu venu, j'ai envie de dire entre guillemets «naturellement», c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément cherché à dire: «Tiens, on va faire des projets absolument de marchand de biens». Mais c'était un peu une évolution naturelle, où bon, on continue d'avoir des opportunités qui nous sont présentées, par des apporteurs d'affaires avec qui on travaille et cetera ou tu vois, de nos recherches et à un moment donné, moi, quand j'ai quitté mon job en avril 2022, à peu près avril-mai 2022. J'avais cette croyance limitante en me disant: «Bon, ben, je quitte mon job». Mon père, à ce moment-là, se mettait à mi-temps, donc l'endettement commençait à être une règle, 35 Mmh. et cetera. Je me suis dit: «Bah, le locatif, pendant 2-3 ans, le temps que ma boîte côté entrepreneuriat prenne du bilan, Mmh. ça sert à rien que j'essaie de faire du locatif, on va faire du marchand» et donc on a commencé à trouver des opportunités où on s'est dit: «Beh, finalement, on fait nos bilans comme du locatif, mais là, au format marchand». C'est-à-dire on regarde un peu ce que ça va nous coûter, Mmh. quel serait le prix de marché à la revente une fois rénové et cetera et on se dit: «Beh, tiens, on fait, 30, 20-30 de marge, donc ça peut être intéressant». C'était dans des secteurs qu'on connaissait, c'était, un petit immeuble, pas de gros travaux et cetera et donc on s'est dit: «Beh, vas-y, go, on prend pas trop de risques, on part dessus et on va dessus». Donc on a fait un premier projet et sauf que, bah, du coup, comme tu dis, le marché s'est retourné un peu sur 2023 avec la hausse des taux et donc, ben, nous, le prix de revente qu'on avait estimé initialement a commencé à baisser, baisser au fur et à mesure et jusqu'au moment où on s'est dit: «Ben non, on va pas vendre ce prix-là alors qu'il y a 6 mois, c'était 20 000 € de plus, donc on va attendre Mmh. encore un peu» et puis plus tu attends, plus ton prix, Tu les sunk costs, baisse. la théorie des sunk costs, c'est bien connu Ah ça. ouais, c'est pour donner un exemple, tu vois, vraiment un truc bête et c'est bien ça, on a pris énormément d'expérience là-dessus, mais à la base, on estimait revendre à 170, très bien et au bout de 2 semaines, on a une offre à 155. Bah non, 170, c'est Mmh. sûr, ça se vend, c'est tout rénové, c'est propre et tout. Bon, on va attendre un petit peu, 155, c'est quand même 15 000 de moins. Puis au bout de 2 mois, 3 mois, pas trop d'offres et cetera. Donc on s'est dit: «Bon, ben, on va baisser du coup à à 155 parce que ça a l'air d'être le prix du marché» et donc du coup, on a attendu un peu, puis rien, pas d'offre, pas d'offre. Puis on a reçu des offres à 140 000. Donc Mmh. du coup, c'est là où on Mmh. s'est dit: «En fait, mince, on aurait dû accepter l'offre à Mmh. 155, d'il y a 6 mois». Donc on a subi un peu ce marché de plein fouet. Alors nous, il nous avait coûté 100 000, qu'on va dire on était très large en termes de marge. Mais voilà, donc on l'a détenu, on l'a porté pendant quasiment 1 an et demi parce qu'on avait cet ego de dire: «Non, non, on va pas baisser Mmh. notre prix, on va pas» et cetera. Alors qu'on aurait accepté 155 000 il y a 1 an et demi, on était bien. Donc on a commencé un peu comme ça et puis après c'était vraiment par, apporteur d'affaires, le fait de communiquer, de dire: «Beh, tiens, je fais du marchand, si jamais vous avez des opportunités et cetera». Petit à petit, on a eu des projets qui ont été apportés, donc on a fait, un immeuble qu'on a rénové, qu'on a revendu. On a fait une maison, on a mis juste un coup de peinture, on a revendu. Là, on a fait un appartement qu'on a transformé en colocation, enfin on a pris une colocation qui est en cours de revente.
Et après, on a un immeuble, là, il y a 11 ou 12 logements, où pareil, on a acheté, on a relogé les locataires, on a fait quelques petits aménagements, et il est en cours de revente aussi. OK. Et tu remets les locataires dedans ou tu les Non, as en fait, c'était vraiment le truc de cet immeuble-là. C'était un vieil immeuble, un peu bah, qui avait vécu avec le temps, tu vois, plus très propre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la valeur ajoutée, c'était vraiment les locataires qui étaient là depuis un petit moment, à la CAF, qui payaient pas trop. Enfin, ils payaient, mais c'était à la CAF. Les loyers étaient assez bas parce que certains étaient là depuis un petit mmh, moment. Et puis le logement commençait à se dégrader. Donc même pour eux, tu vois, c'était pas top de rester dans un immeuble un peu dégradé. Et donc nous, notre travail, ça a été de leur proposer d'être relogés, donc de les aider à trouver des appartements propres, à des loyers à peu près équivalents, les aider mais à se des reloger. appartements à toi ou Non, d'autres? non, des Ah, appartements de d'autres agences. Certains voulaient changer de ville aussi, ils disaient, bah, tiens, c'est mmh, l'occasion de, et donc se rapprocher de leurs enfants, de leurs parents, etc. Et dans l'idée, c'est qu'on leur disait, ben nous, on te donne, je sais plus combien c'était 2 ou 3 000 euros pour, pareil, en compensation aussi, pour t'aider à te reloger, mmh, payer le premier mois de loyer, le dépôt de garantie, etc. Donc finalement, tout le monde était gagnant là-dessus. Et on est passé, je crois, de 9 locataires à 4, il me semble. Et ce qui OK. a permis que du coup, ben, l'acheteur, lui, va être beaucoup plus libre pour pouvoir faire les travaux que d'attendre que le locataire parte, etc., au fur et à Mmh. mesure. OK, intéressant, intéressant de un peu comme on fait avec les squatteurs, même si là, ils payaient quoi, enfin c'est une, c'est un truc, bien connu. Top. Et là, dans par exemple, l'immeuble dont tu parles des enfin, tu dirais que ta plus-value là, dont l'immeuble à 100 000 que tu as revendu finalement Mmh. 140, tu dirais que ta plus-value, elle est bon, c'est sûr qu'elle a été à l'achat ça, mais ça a été de ton réseau, ou ça a été de beaucoup chercher, ou ça a été des travaux que tu arrives à faire moins cher, ou c'est quoi qui a Là, bah, en fait, comme tu as dit, vu le marché avec les prix des travaux qui mmh, aujourd'hui sont quand même assez chers, je trouve que dans des secteurs, sauf les secteurs où tu es ouais, à 8 000 euros, 10 000 euros du mètre carré, tu vois, très, très gros secteurs, très villa, luxe, etc. Là, ouais, tu peux amener des travaux qui t'amènent vraiment de la valeur. Mais dans les autres secteurs, et si tu fais pas toi-même les travaux, ce qui est pas du tout recommandé sur du marchand, mais si tu fais faire les travaux, du coup, ben, ton coût des travaux est tellement élevé qu'à la revente, mmh, tu ne retrouves pas forcément. Donc nous, on est plutôt sur des marchands à l'acquisition, comme tu dis, et grâce au réseau. Là, l'immeuble qu'on a acheté, on l'a acheté, c'est un agent immobilier que je connaissais, qui m'a appelé, il m'a dit, ben voilà, il y a cet immeuble à tel endroit, il me décrit un petit peu tout. Moi, du coup, ben, je connais mon secteur par cœur, donc même si j'étais là à 800 kilomètres, je sais à peu près combien ça vaut, etc. Et j'ai une idée à peu près du prix. Et donc lui, il m'annonce, je sais pas, 30 000 ou 40 000 euros de moins. Donc je me dis, OK, financièrement, il est intéressant. Après, il y a peut-être un loup quelque mmh, part qui m'a pas dit parce que j'avais jamais encore vraiment travaillé avec lui, tu vois. Donc j'ai dit direct, hein, me fais pas me déplacer si s'il y a la toiture à refaire ou il y a des trucs que tu me dis pas. mmh, Donc il me dit non, c'est nickel. Il y avait déjà des locataires, il faut juste rafraîchir tout ça. Et donc, par contre, il me dit, t'as 2 heures. Dans 2 heures, si j'ai pas une offre d'achat, je l'envoie à ma liste mmh, d'investisseurs. Ils ont tous les agents immo des listes d'investisseurs mmh, immobiliers. Et là, il m'avait contacté parce qu'il voulait essayer de travailler avec moi sur ce projet-là. Et il s'est dit ça lui correspond bien, il connaît bien le quartier. Et donc, en gros, ben, c'est le réseau, initialement pour t'apporter le bien, mais c'est surtout, en fait, l'expertise du secteur et ben, finalement la confiance que tu as à ton analyse, etc., pour te mmh, dire, bon, bah, en fait, j'ai 2 heures pour me positionner. Alors, même si une offre d'achat, finalement, elle t'engage pas forcément, tu peux toujours te dire au pire. Mais là, tu as plutôt un côté réseau que si tu te grilles en mmh. disant, ouais, c'est bon, Ouais, je là, te tu fais es l'offre grillé rapide. d'achat et que tu arrives une semaine après, tu dis, ah ouais, mais en fait, non, parce que quand j'ai reposé mes calculs, on n'est pas bon. Mmh, Bon, mais du coup, tu sais, tu vas te griller. Donc, ouais, nous, on aime bien, c'est ce côté réseau plus expertise qui nous permet en 1 heure, 2 heures de dire, OK, ouais, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. OK, OK, super. Et bah, je pense que là, on est bon avec le marchand et donc là, tu as une structure dédiée, hein, de marchand quoi, Ouais. forcément pour faire ça, On a une structure dédiée. Après, le marchand, la grosse différence sur le locatif, ça va être le financement, du coup, mmh. où là, on a des taux quasiment à 10%. Donc, on va pas détenir très longtemps. Tu vois, on parlait de faire les Donc là, travaux. ouais, ouais, c'est ça, les 15 000 là, tu les
Mais Pas vendre pendant un an, ça peut vite coûter 10% voilà, de nous, 100 000 euros. sur ce Hein. projet-là, le premier, on l'avait fait en fonds propres. Donc, du Mmh, coup, heureusement, on a porté pendant 1 an et demi et ça nous a pas mmh. coûté d'argent. Mais par contre, les trois autres projets qu'on fait derrière, on les fait porter en financement bancaire. Et donc là, on a des banques où, bah, du coup, eux, ce qui les intéresse, c'est juste que tu vas faire une marge. Donc, ils te demandent 20-30% d'apport. Donc, il faut quand même avoir pas mal de trésorerie. Et à côté, dans les calculs, il faut pas oublier de compter les intérêts d'emprunt parce que quand tu es même Mmh. à 8%, 10%, Sur un si an, ça fait un an, 8-10%. Je vous le dis, on a c'est ça. C'est ça. En fait, tu te dis, ouais, j'ai 20% de marge parce qu'on me dit qu'il faut avoir 20% de marge. Mais en fait, si tu le détiens un an, parce qu'un an, ça va vite parce que mmh, juste la revente, c'est 6 mois entre le moment de trouver ton acheteur, bah, ouais, signer le compromis, qu'il ait le financement, c'est 6 mois. Mais en fait, sur un an, comme tu dis, tu as perdu 10%. Donc, ta marge de 20 initialement, en fait, elle est en net, elle de est quasi 10 perte, quoi. là-dessus. Si tu empruntes tout, après en général, tu dois quand même Enfin, mettre une partie. ouais, Mais tu oui, mets une part en apport, quoi. c'est sûr que ça pique et que ça fait que tu réfléchis pas de la même façon, quand tu as une offre, Mm. parce que tu sais qu'attendre un mois, ça peut te coûter, 2 000-3 000 € de plus, quoi. C'est Donc ça. Et c'est là où tu vois, on avait acheté une maison juste après. Enfin, juste après, on a acheté une maison qu'on a revendue avant, du coup, l'immeuble, parce que là, on a mmh, la décision inverse. On revendait, je veux dire une connerie, mais à peu près 300 000 euros. On a une offre à 285 en cash, sans condition de financement. On a réfléchi 10 minutes, on s'est dit, ouais, ok, on va pas faire la même on va pas bêtise faire la que, même chose que que l'immeuble. Surtout que là, on était avec vraiment un financement, donc on avait 1 300 euros par mois d'intérêt d'emprunt. mmh, Donc, en fait, tu te dis, bon, en 5 mois, tes 15 000 de négo, ah, très loin, tu vois. Donc, yes. OK, top et ça, tu fais avec ton père aussi? ouais, je fais avec mon père et je fais aussi en association avec, là, par exemple, sur l'immeuble, on a dû reloger des locataires. Mmh, L'agent immobilier qui m'apporte le projet, que je connaissais avec qui on avait déjà fait d'autres projets, sur enfin, d'autres projets dans le secteur. Je me suis dit, la valeur ajoutée, elle est vraiment d'aider ces locataires à se reloger pour après, mmh, soit nous, soit l'acheteur, faire les travaux tranquillement. Et comme moi, j'ai toujours cette vision de ne pas être sur le terrain, d'être quasiment le mmh, moins possible sur le terrain parce que, bah, du coup, je trouve que moi, je considère que mon rôle, c'est plutôt la stratégie des projets, le financement, la fiscalité, et cetera. Et donc, j'ai dit à l'agent immo, bah, écoute, si tu veux, on s'associe sur le projet. Toi, ton rôle, c'est gérer un peu l'opérationnel de terrain, donc négocier avec les locataires, et cetera. S'il y a besoin de faire passer des devis travaux. Et moi, à côté, c'est un peu tout le reste, l'expertise. Et donc, du coup, là, on s'est associé sur ce projet-là. Et potentiellement, l'idée, c'est de pouvoir en faire d'autres parce que bah, lui, il est agent IMO sur place. Donc, mmh. il a aussi potentiellement d'autres projets qui vont rentrer intéressants. OK. Est-ce que là, sur les autres projets, est-ce que tu prends toujours l'agent qui a vendu? Enfin, c'est une pratique qui est courante, hein, normalement chez qui t'achète, Ouais. qui revend. Après, c'est pareil, hein, la marge, elle commence à si tu payes, 7 de sur les petits montants, c'est vite 7 sauf si c'est nos chers amis de Foncia où eux, ils prennent j'ai acheté un appartement 80 000 € et ils ont pris 10 800 €. Donc Waouh. là, ça Mm. doit faire plutôt 13-14. Mais ils rémunèrent 1 000 € si tu es apporteur d'affaires là. Je viens d'avoir le mail là juste avant qu'on enregistre, tu m'étonnes. Hem, ouais, est-ce que du coup, tu prends aussi l'agent qui t'a vendu le bien pour revendre derrière ou pas forcément? Alors, on essaie d'intégrer l'agent IMO dans l'écosystème. Pourquoi? Parce que comme nous, vraiment, le côté marchand qu'on a, parce que marchand, en fait, il faut juste créer de la valeur à un moment donné dans la Mmh, phase d'acquisition, de revente d'un bien mmh, immobilier. Nous, on est vraiment concentré sur l'acquisition, donc faire un peu le meilleur achat, la meilleure négo, et cetera. Et donc, en fait, on intègre l'agent immobilier dans notre projet en mode, ben, c'est lui qui va négocier avec le vendeur, avec les locataires, et cetera. mmh, Et donc, dans l'idée, c'est qu'en fonction des projets, nous, on lui explique, ben, du coup, que c'est pour du marchand de biens. Donc, souvent, on va partir sur des gros immeubles où on revend appartement par appartement. Et donc, potentiellement, là, tu vois, s'il y a 11 appartements, c'est d'être à l'équilibre entre, comme tu le dis, ben, nous, si on lui donne tout, on n'a plus de marge parce qu'il prend 7% de chaque bien, donc mmh, on enlève 7% de notre marge et lui en donner quand même quelques-uns à la vente pour le remercier de nous avoir apporté le mmh, projet, d'avoir négocié, et cetera. En fait, c'est aussi lui faire comprendre initialement que ben, plus il va arriver à négocier le bien au moment de l'acquisition, plus on pourra lui donner d'appartements mmh, au moment de la revente. Donc l'idée, c'est d'être un peu sur cet équilibre-là et d'être transparent en disant, ben, écoute, voici mon tableau, hein, voici mes chiffres, et tu vois que si je te donne 9 appartements, ben, ma marge, elle est quasiment de rien.
Par contre, si je t'en donne 5, on est pas mal. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est que, par exemple, moi, de par ma communauté sur les réseaux, etc., tous les appartements qui vont être un peu destinés à des investisseurs immobiliers, tu vois, des studios, des T2 ou des colocs, enfin des studios T2, tu vois, je sais qu'on va pouvoir le revendre facilement en parlant un petit peu sur les réseaux. Autant tu me donnes un appart de 100 mètres carrés que tu peux pas faire de coloc, etc. à l'intérieur, je sais moins le vendre. Donc c'est aussi de dire à l'agent immobilier, ben tiens, moi je pourrais te donner celui-là, 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 parce que je suis moins expert de ces types de projets-là, de produits. Et par contre, moi, les petits studios T2, je sais que je peux les vendre facilement. OK, trop bien. Et du coup, bah, on boucle la boucle de ta troisième activité. Donc, bah, tu sur les réseaux. C'est comme ça qu'on je sais plus trop comment on s'est connus, mais oui, un mélange de réseaux et d'événements. Exactement. Hem Et du coup, de là, bah, tu as une boîte de formation, d'accompagnement d'IMO. C'est sur un sec à la base, tu faisais sur un secteur précis, je pense, hein? Est-ce que c'est toujours, Non, non, pas forcément. ah OK. On a toujours été France entière, même dom-tom. On a Mmh. des élèves qui sont sur l'île de la Réunion, tu vois, par exemple. Et l'idée, c'est vraiment de fonctionner un peu un format mentorat. Tu vas vraiment Mmh. dire, OK, c'est un peu l'idée, c'est de prendre un peu le moi d'il y a 3, 4 ans. C'est un peu, t'es en train de démarrer, t'es dans ta première phase, t'as acheté un bien, deux biens, trois biens. Et puis, à un moment donné, tu as envie d'accélérer parce que ça te plaît. Et tu te dis, ben finalement, je veux passer sur un immeuble, je veux dépasser le taux d'endettement. Tu arrives à des nouvelles contraintes que tu n'avais pas au début. Et, euh, et nous, dans l'idée, c'est vraiment d'avoir de l'accompagnement, du suivi vraiment dédié, personnalisé pour ben, prendre un peu chaque personne. Donc, on a des personnes complètement débutants et l'idée, c'est de passer le gap du premier projet, des personnes qui ont trois, quatre projets, qui bloquent par le financement, par la gestion, etc., de passer sur de l'immeuble, par exemple. On a des personnes qui ont 20, 25 appartements déjà. Et là, on va plus travailler sur les process de gestion pour, bah, comme on disait au tout début, ne pas être sous l'eau et récupérer du temps. Et après, aller dépasser l'endettement, puisque ce sont des personnes qui sont en Surtout termes quand tu es d'endettement. à 20, les 35 quand tu as 20 biens, peu importe où tu les as achetés, Ouais, bah, de les toute façon, 35 même ça fait déjà bien longtemps que tu les as dans le deck, aujourd'hui, c'est quoi. ça. Aujourd'hui, même dans certains, t'as deux, trois biens, Bah oui, ça y bien est, sûr. et en fonction de ton salaire et de ton loyer de résidence Mmh. principale, enfin, de là où tu habites, tes 35, tu les as vite Mmh. atteints. Donc, on va vraiment travailler sur ça pour finalement les gens qui ont envie de continuer à faire grossir le patrimoine, mais sans se retrouver sous l'eau, puissent aussi passer cette étape-là. Donc, l'idée, c'est qu'on fait France entière, puisqu'on a aujourd'hui la méthode de travail qu'on a, que j'utilise moi finalement au quotidien, mais que tu sois à Paris, en Normandie, Bien sûr, à bien sûr. Perpignan, etc., c'est la même. Et donc, on essaie pareil, de standardiser un petit peu tout ça, retransmettre. Le fait d'avoir du côté mentorat, c'est que ça te met aussi un coup de boost, tu vois. Je pense qu'on est Tu es pareil, obligé hein. d'acheter, hein. Moi, nous, on accompagne des On a élèves et tous c'est quand même pris, toujours moi voilà. qui achète le plus chaque année, hein, forcément, hein. On a tous Pas le pris choix, hein. des formations, on a tous pris des trucs, et en fait, Mmh. les vidéos, on va les regarder à moitié, etc. Enfin, tu vois, on n'est pas trop engagé non Mmh. plus parce que y a personne derrière nous pour nous mettre un bon coup de pied, tu vois. Et donc, c'est un peu l'idée, c'est pour ça que j'ai voulu faire plutôt format mentorat pour dire, ben, il y a quelqu'un derrière toi, tu as des comptes à rendre toutes les semaines et on t'aide à monter d'un niveau, quoi. Yes, c'est comme le sport. C'est Heu, ça, on en Moi, je parlait. pourrais vous dire, hein, mangez des fruits, faites de l'exercice et vous allez maigrir. Mais si tu as quelqu'un tous les jours, même s'il fait 200 kilos et qui te met des coups de martinet là, comme on disait, chez nous, et ben, ça va te motiver. Et le gros point du moment, enfin, ça a rien à voir avec l'immobilier, mais moi, ça fait plus d'1 an que j'utilise à fond, l'intelligence artificielle. Je passe un temps de fou dessus et il y a des gens, je sais très bien que ça les aiderait, de ma famille, de mes amis et tout, si j'étais derrière eux, je sais pas, 3, 4 heures, je leur ferais gagner un jour par semaine. Mais voilà, après on peut pas être partout et puis ils m'ont pas demandé et du coup, faut pas aider les gens, qui veulent pas être aidés. Ça me ça c'est un bon moyen de conserver son énergie. Bah, écoute, ça m'a fait, super plaisir. Je sais pas si tu voulais rajouter un point, mais sinon, bah, ça fait toujours, du bien de parler entre bah, voilà, on a des activités qui sont très similaires et Ouais, il y a des choses un point qui peut être intéressant parce que mmh, tu parlais de que tu as pas mal dans les auditeurs finalement d'investisseurs qui mmh, ont déjà investi, etc. Une fausse croyance que j'ai eue depuis notre update, depuis notre premier mmh, point. Je parlais qu'on s'est mis dans du marchand parce que pour moi, le mmh, locatif,
bah, j'ai arrêté de bosser, mon père était à mi-temps, le temps que ma boîte elle fasse des bilans, et je me suis dit, c'est mort, je peux pas, ça sert à rien que j'aille faire du Mmh. locatif, et la banque, elle ira jamais me financer. Et finalement, en fait, on a eu un projet avec un associé, un ami avec qui je me suis associé, qui lui, pareil, en endettement, il est déjà à 50-60%, tu vois. Mmh. Et il me dit, non, t'inquiète, on le prend en locatif, ça va passer. Et on a réussi à monter le dossier en société, à le faire passer en investissement locatif avec enfin 5-10% d'apport, je crois, à ce moment-là. Et c'est là où ça m'a fait un déclic en me disant, mais ok, en fait, cette croyance limitante, elle vient d'où? Mmh. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen finalement locatif, même si j'ai plus de revenus, j'ai plus, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu un monde parallèle dans le financement, qui était de le côté professionnel, où au Mmh. début on démarre, on va dire, bah, tiens, j'ai tant de loyer, j'ai tant de revenus, j'ai tant de trucs, etc. Et après, on est monté dans une phase où C'est un aujourd'hui, peu les mais garanties que tu apportes et enfin, comme un c'est business, ça. en fait, hein, tout C'est simplement. c'est exactement ça. Et en fait, on est arrivé dans un monde où je me suis dit: «Mais en fait, le banquier, il s'en fout un peu d'avoir mes revenus, de voir mes trucs, et Mmh. cetera». Lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est le projet, comment il va tourner, et surtout les porteurs de projet. Parce qu'en fait, Mmh. on se rend compte que comment ils réfléchissent, ils disent: «OK, ton projet, même s'il fait, 2 000 € par mois de cash flow, mais que le porteur de projet, il sait pas gérer des locataires, il sait pas gérer des travaux, et cetera, bah, en fait, jamais ce sera loué, et donc jamais tu Mmh. auras tes 2 000 € qui sont hypothétiques, heu, dans le schéma initial». Et donc en fait, on a commencé à faire ça, on commence à faire pas mal de tours de banque, et cetera, et de par les élèves qu'on accompagne aussi, d'avoir beaucoup de Mmh. retours pour aujourd'hui se dire, et donc rassurer tous les gens qui nous écoutent, c'est pas parce que vous êtes à 35 d'endettement aujourd'hui. Ou que vous avez quitté votre emploi, Voilà, enfin, que vous exactement, êtes vous avez quitté entrepreneur votre depuis. emploi, et cetera. Aujourd'hui, grâce aux garanties, notamment des premiers biens, de dire: «Beh, tiens, ça Mmh. a commencé à se rembourser en termes de capital, le bien, il a pris de la valeur, ça Mmh. tourne, c'est loué, il y a des garanties». Mais en fait, vous pouvez aller défendre votre dossier auprès des banques. Bon, là, on sera quasiment que sur du format, société professionnelle, hein, en nom propre, hein, elles pourront pas. Mmh. Mais en société, une bonne partie des banques vont pouvoir suivre en hypothèque. Là, du coup, à ce moment-là, il y aura pas forcément Ouais. d'organisme de caution. Tu as pas Ouais, les meilleures conditions. Tu as forcément, tu as tu pas souvent les meilleures des frais de dossier, qui sont conditions, plus élevés, c'est des ça. indemnités de remboursement un petit peu plus élevées, Indemnité de mais remboursement aussi un peu plus mmh. élevée, ouais, Mmh. et du coup, un apport un peu plus élevé en général aussi. Mais du coup, c'est quelque chose qui peut continuer Mmh. de se faire, ouais. Yes. Bah, c'est comme nous, on a la fausse croyance des non-résidents, parce que moi, je suis non-résident et mon associé, il est carrément non-résident, non européen. Et bah, là, on a encore levé 3 dettes, il y a avec 10 un bien, on a dû mettre un tout petit peu plus, mais avec 10 et quelques d'apport. Voilà, ça se trouve. Je dis pas que Facile. c'est voilà, c'est faisable, on l'a fait, on est plus brillant que tout le monde, ça c'est sûr, mais mais en tout cas, non, voilà, vous arrêtez pas aux fausses croyances, allez taper aux portes et c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut continuer. Bah, écoute, Joris, ça m'a fait super plaisir, si on veut te retrouver sur les réseaux, parce que tu as 2 comptes, hein, je pense, hein? Tu as le Ouais, j'ai, bon, le compte perso que j'utilise quasiment jamais, mais j'ai mmh, le compte du coup, plus de la partie pro où je partage mmh, tous les contenus, et cetera, qui est, Meraxia, ouais. ça marche. Bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur, à très bientôt. Ça Bye marche. À bye. très bientôt Thibaut, merci. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Si ce n'est pas déjà fait, je ne peux que vous recommander d'aller écouter mes 2 derniers épisodes. L'épisode avec Romain où on a parlé notamment des diagnostics immobiliers et des travaux et de comment ne pas se faire arnaquer et également l'épisode «Est-ce que je déménage à Dubaï?» sur, les inconvénients et les gros avantages, de Dubaï. Je vous le rappelle, en ce moment, si vous rejoignez l'Académie des gros billets, vous allez ou si vous êtes déjà membre, vous pouvez, voir ma vidéo sur les régimes fiscaux que j'applique. Comment ce que je paye zéro impôt tout simplement, sur mes loyers depuis, bientôt 10 ans, hein, si c'est pas plus et la, 2e news, c'est vous avez accès à mon livre audio Investissement immobilier, votre itinéraire vers la liberté, tout ça, lu par une professionnelle. C'est pour ça, Académie des gros billets. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et foncez sur grosbillets.com, lien dans la description.